L'attaque extraterrestre contre les transports civils. Contrairement à ce que l'on avait imaginé pendant des siècles, l'univers ne s'intéressait pas vraiment à l'humanité. Les extraterrestres ne voulaient ni nous détruire par peur, ni nous asservir pour nos ressources, ni nous élever au rang d'une grande communauté cosmique. La réalité était bien plus banale. La plupart des espèces galactiques considéraient les humains avec le même intérêt modéré que l'on pourrait avoir pour un champignon inhabituel, poussant dans le coin d'une salle de bain rarement utilisée, coin d'une salle de bain rarement fréquentée. Oh, ces bipèdes du bras spiralé, ces petites créatures pittoresques! Avez-vous déjà goûté leur boisson fermentée à base de céréales? Elles sont absolument épouvantables pour le sac de digestion secondaire, mais constituent une expérience tout à fait originale. L'entrée de l'humanité dans la Concorde galactique n'a été ni apocalyptique ni transcendante, mais plutôt bureaucratique, avec des formulaires à remplir en quinquruple exemplaires, des frais d'inscription qui ont failli ruiner 3 gouvernements continentaux et des procédures d'intégration qui, 200 ans plus tard, faisaient passer le service des immatriculations pour un paradis de l'efficacité. La Terre disposait exactement de 17 représentants votants au sein d'un organe directeur composé de plus de 12 000 délégués. Selon la plupart des espèces galactiques, la chose la plus remarquable chez les humains était leur persévérance inexplicable. Chaque fois que la Concorde tentait de reléguer discrètement les préoccupations de la Terre au bas de l'ordre du jour d'un comité, les délégués humains s'apparaissaient, comme par magie avec des documents détaillés, des citations de précédents ex-contacts visuels directs et déconcertants qui poussaient de nombreuses espèces à vérifier instinctivement si leurs armes cérémonielles étaient à portée de main. Ce n'était pas que les humains étaient physiquement imposants, bien au contraire, dans une communauté où la taille moyenne des êtres doués de raisonnalets de 10 cm pour les collectifs cristallins, Jacques à 15 millitètres pour les Doltari respirant du méthane, les humains occupaient une place moyenne, sans particularité, ni force, ni rapidité, ni résistance selon les normes cosmiques, sans armes naturelles autres que ces tristes petits boutons de calcium qu'ils appelaient des dents, sans télépathie, sans manipulation électromagnétique ni capacité à percevoir, plus qu'une bande de rayonnement pathétiquement étroite. Ce que les humains avaient, cependant, c'était un talent particulier pour mettre les autres espèces mal à l'aise grâce à leur étrange combinaison de traits prédateurs et de sociabilité herbivore. Ses yeux plats, tournés vers l'avant, semblaient jamais cligner suffisamment, et cette expression perpétuelle de dents exposées, qu'ils appelaient un sourire, activait des réactions de peur chez environ 60% des espèces respirant de l'oxygène. Les draconiens, en particulier, trouvaient les humains particulièrement irritants. Espèces reptiliennes dotées de hiérarchie-réaction de peur chez environ 60% des espèces respirant de l'oxygène. Les draconiens, en particulier, trouvaient les humains particulièrement irritants. Espèces reptiliennes dotées d'une hiérarchie sociale élaborée basée sur l'échelle, l'iridescence et les rancunes ancestrales, les draconiens contrôlaient 17% des routes commerciales de la Concorde, dont plusieurs passaient dangereusement près de l'espace humain. Leurs diplomates se plaignaient fréquemment de la tendance des vaisseaux humains à demander des confirmations de sécurité que les draconiens jugeaient indignes de leur dignité. Ils agissent comme si leur système de navigation primitif méritait la même considération que nos réseaux de flotte quantique, avait un jour raillé le commandant en chef Kelzel devant le Conseil de sécurité de la Concorde. Ensuite, ils voudront que nous nous adaptions à leur temps de réaction en ralentissant nos vaisseaux à des vitesses subluminiques pour les manœuvres de dépassement. Ce contexte de mépris modéré, les frictions bureaucratiques auraient pu se poursuivre indéfiniment sans ce qui est arrivé au Stellar Horizon. Le Stellar Horizon n'avait rien d'un vaisseau spatial impressionnant. Il s'agissait d'un cargo converti en transporteur de passagers qui faisait la navette entre la Terre et la poignée d'avant-postes humains disséminés dans 3 systèmes stellaires voisins. Son capitaine était un officier de la marine solaire à la retraite qui avait accepté ce poste principalement pour la généreuse pension complémentaire qu'il lui procurait plutôt que par un désir ardent
de transporter des humains à travers le vide. Ce qui rendait le Stellar Horizon important, c'était son manifeste pour ce voyage particulier. 342 passagers, dont 57 enfants, dont la plupart se rendaient à la station de recherche de Proxima Centauri B pour la rentrée scolaire. Le vaisseau transportait également 6 attachés diplomatiques en route pour un sommet régional de Concorde, mais aucun d'entre eux n'avait un rang supérieur à celui de sous-secrétaire adjoint. En bref, ils agissaient d'un groupe de civils on ne peut plus ordinaire, ce qui rendit d'autant plus choquant le fait qu'un croiseur de combat draconien ouvre le feu sans avertissement alors qu'il traversait la limite de l'espace contesté, une région que, selon 17 traités et accords de navigation différents, le Stellar Horizon avait le droit de traverser. La première explosion détruisit les moteurs, la deuxième paralysa les systèmes de survie, la troisième aurait détruit complètement le vaisseau si ce n'était l'intervention rapide de l'équipe d'intervention secrète de l'humanité qui a détourné l'énergie de secours vers les boucliers juste avant l'impact, gagnant inside précieuses minutes pour les passagers et l'équipage. Ces minutes ont suffi à 103 personnes pour atteindre les capsules de sauvetage. Les 239 passagers et membres d'équipage restants ont péri lorsque les réserves d'oxygène du vaisseau ont pris feu. Le croiseur draconien ne s'est pas arrêté pour rechercher des survivants et n'a émis aucune communication expliquant ses actions. Il a simplement enregistré la destruction dans son journal de bord comme un vaisseau non identifié éliminé dans l'espace restreint et a poursuivi sa route de patrouille. Son commandant s'attendait probablement à une récompense pour sa vigilance plutôt qu'à une quelconque réprimande. La nouvelle de l'attaque a mis 47 heures pour atteindre la Terre, transmise par la balise de détresse automatique d'une capsule de sauvetage. La réaction des dirigeants humains n'a pas été celle à laquelle s'attendaient la plupart des observateurs galactiques. Il n'y a eu aucune manifestation publique de deuil, aucune protestation diplomatique n'ont été déposées auprès du Concorde. Aucune session d'urgence des gouvernements de la Terre n'a été diffusée sur les réseaux interstellaires. Au lieu de cela, il y eut un silence. Un silence qui, si les draconiens avaient mieux connu l'histoire humaine, aurait dû les terrifier bien plus que n'importe quelle menace ou déclaration de guerre. Dans un bâtiment quelconque à l'extérieur de Genève, délibérément absent de la plupart des cartes officielles, un groupe de 12 hommes et femmes se sont réunis autour d'une table en bois véritable, une extravagance qui en disait long d'importance sur l'importance de cette pièce particulière et des décisions qui y étaient prises. Aucun d'entre eux ne portait d'uniforme bien que 8 ayant servi dans diverses forces militaires terrestres. Aucun n'occupait de fonctions électives bien, que tous aient été nommés avec l'approbation tacite du Conseil de la Terre unifié. Ils étaient simplement connus sous le nom de comités de réponse et existaient précisément pour ce type de situation. Vérification ? Demanda la présidente, une femme aux cheveux argentés dont l'accent trahissait des origines quelque part dans le sud. Triple confirmation du Pacifique, répondit un homme aux yeux cernés qui n'avait pas dormi depuis l'arrivée du signal de détresse. Les données de la boîte noire récupérées dans 3 capsules 7, la confirmation visuelle des survivants ne laisse aucun doute. Il s'agissait bien d'un croiseur de classe Sunspear draconien et il ne fait aucun doute que l'horizon se trouvait dans un espace de transit autorisé. Il n'y a aucun témoin à part nos hommes, dit un autre membre du comité. La patrouille Concorde la plus proche se trouve à 2 heures-lumière. Aucun trafic commercial n'est détecté par les capteurs. Le président acquiesça d'un signe de tête. Alors, le protocole Oméga a été activé. Autour de la table, les visages se durcirent. Une femme ferma brièvement les yeux, peut-être en prière ou en signe de résignation. Un homme aux doigts prothétiques tapota silencieusement la table en bois. Ce fut le seul bruit dans la pièce pendant plusieurs longs instants. Une réponse précise ? Demanda un membre du comité qui n'avait pas encore pris la parole. Absolument, confirma le président. Ils ont attaqué un navire civil, nous riposterons avec une précision divine. Et sur ces mots, une déclaration simple, prononcée sans émotion ni emphase.
La Terre s'est discrètement engagée dans une action qui allait changer à jamais sa position au sein de la communauté galactique. Non pas grâce à la puissance destructrice Brutek, les autres espèces craignaient que les humains puissent un jour déchaîner, mais grâce à une utilisation chirurgicale de la force, si précise, si ciblée et si imparable qu'elle allait amener les puissances les plus établies de la galaxie à remettre en question tout ce qu'elles pensaient savoir sur leurs voisins supposés primitifs. Dire à un militaire professionnel que sa prochaine opération doit être précise revient à dire à un chef cuisinier que les plats doivent être comestibles. Ce n'est pas tant une instruction qu'une exigence de base, mais lorsque le comité de réponse a utilisé le terme « précision divine ». Il ne s'agissait pas d'une hyperbole, ni d'une tendance humaine à l'exagération dramatiqueille, faisait référence à quelque chose de très spécifique. Le projet Scalpel était le secret le mieux. Garder de l'espace humain depuis près de 50 ans, même les services de renseignement les plus sophistiqués de la Concorde, y compris les chercheurs de vérité Merwin, dotés de pouvoirs quasi télépathiques, ou les systèmes de surveillance omniprésents, Vex n'avait détecté que des murmures de son existence. La raison était simple. Selon toutes les analyses logiques, cela semblait technologiquement impossible dans les sous-sols sécurisés d'un bâtiment anonyme de Genève. Le commandant Ellis se tenait devant un écran holographique montrant le système draconien dans ses moindres détails, sa main bougeant avec la précision délibérée de quelqu'un qui mesurait le succès au millimètre près, mettant en évidence une série d'emplacements sur la projection. Leur principal centre de commandement militaire planification de la frappe de précision se trouve ici, sur la 3e lune de leur monde natal, dit-il d'une voix aussi sèche que la poussière lunaire. Le réseau de défense est alimenté par 7 générateurs redondants. Les harmoniques du bouclier tournent selon une séquence cryptée quantique. Environ 12 000 militaires, 40 membres du personnel de soutien et sa bouche tremblait. Peut-être à cause de ce qui venait d'être dit au sujet des familles des hauts dirigeants. La présence de civils est exclue, dit immédiatement le président. Suivant. Ellis acquiesça, s'attendant à cette réponse. Le comité de réponse n'avait jamais, pas une seule fois depuis sa création, autorisé une opération visant des non combattants. Ce n'était pas la moralité qui motivait cette politique, même si de nombreux membres du comité dormaient mieux grâce à elle. C'était le pragmatisme. La Terre ne pouvait pas se permettre les retombées politiques de pertes civiles, pas avec sa position précaire dans le Concorde. Deuxième option, leur flotte-zone de rassemblement à Varache, présence non militaire minimale, valeur stratégique élevée. Cependant, il agrandit la projection montrant un dense groupe de vaisseaux de guerre draconiens SEAL ont consolidé une partie importante de leur flotte là-bas à la suite de l'incident Stellar Horizon Hills, s'attendent à une forme de réponse autour de la table. Des regards complices furent échangés. Les draconiens s'attendaient à une action militaire conventionnelle. Peut-être une frappe de représailles contre l'un de leurs avant-postes ou des accusations officielles portées devant le Conseil de sécurité de la Concorde, quelque chose de bruyant, de juste étau final inefficace, quelque chose d'humain, comme il serait délicieux de les décevoir. Et leur chantier naval à air, suggéra un membre du comité aux yeux cybernétiques, prononçant ce mot doucement tandis qu'il se concentrait. Ellis changea à nouveau l'affichage. Certainement une cible précieuse. C'est là que sont fabriqués les croiseurs de classe Sunspear, y compris celui qui a attaqué l'Horizon. Actuellement, 3 sont en construction, dont leur nouveau vaisseau amiral. L'expression de la présidente ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture se déplaça légèrement vers l'avant. La présence civile était minimale. Équipe d'ingénieurs, personnel de sécurité et drones de maintenance. Il n'y avait pas de quartier résidentiel dans le rayon d'action d'une frappe de précisionner leur capacité défensive. Ellis sourit faiblement. Des réseaux de capteurs de pointe, des tourelles de défense automatisées, des mines anti-atterrissage en orbite stratégique. Ils sont particulièrement fiers de leurs nouveaux générateurs de boucliers quantiques qui peuvent théoriquement arrêter tout ce qui se déplace plus lentement que la lumière elle-même, répéta la présidente avec juste assez d'emphase pour en dire long dans le silence qui suivit. Tous les présents comprirent ce qui n'était pas dit. Les draconiens,
comme la plupart des espèces spatiales, fonctionnait sur certaines hypothèses fondamentales concernant la physique, les systèmes de détection et les capacités défensives. Le projet Scalpel avait été spécialement conçu pour contourner ces hypothèses, demanda le président. Ellis fit signe à une femme assise tranquillement à l'autre bout de la table. Elle n'avait pas pris la parole pendant la réunion et son nom n'apparaissait dans aucun document officiel du comité de réponse. Ceux qui étaient dans le nom l'appelaient simplement l'ingénieur. Nous utiliserons le protocole chuchoté, dit-elle d'une doucement mais parfaitement distinctement. Les microsauts se synchronisent avec leur schéma de balayage défensif. Chaque unité transporte une charge utile ciblée qui apparaîtra comme un rayonnement de fond jusqu'au moment de l'activation, demanda le président. Les systèmes de livraison sont déjà en cours de chargement sur le Nightshade, répondit l'ingénieur. 14 heures pour atteindre la position de tir optimale, 6 minutes pour le déploiement, 3 secondes pour l'impact. Le membre du comité aux doigts prothétiques cessa de tapoter. Attendez 3 secondes, pas 3 minutes. L'ingénieur ne sourit pas, elle le faisait rarement, mais il y avait une pointe de fierté professionnelle dans sa voix lorsqu'elle répondit « Nous avons apporté quelques améliorations aux algorithmes de ciblage. » Le président acquiesça d'un signe de tête. La décision était prise. L'opération pouvait commencer. Réponse précise. Cible, chantier naval et Cannes. Objectif, neutralisation complète d'S3 vaisseaux de classe Sunspear en construction, avec un minimum de dommages collatéraux aux infrastructures environnantes et zéro. Je répète, 0 victime parmi les non-combattants autour de la table. Les têtes acquiescèrent avec gravité. Les instructions pouvaient sembler impossibles à quiconque familier avec les opérations militaires conventionnelles. La guerre moderne, même avec la technologie la plus avancée, acceptait une certaine marge d'erreur, un certain seuil acceptable de dommages collatéraux. La merveille technologique de la vengeance des gars, mais le scalpel fonctionnait selon des principes différents, à 742 km sous laserface de la Lune, dans une installation qui n'existait officiellement pas. L'UUIS Nightshade a mis ses systèmes en marche. Contrairement à la plupart des vaisseaux militaires humains, le Nightshade ne portait aucune marque d'identification, ne transportait aucun armement standard et n'était piloté que par 17 spécialistes, dont chacun était techniquement comme décédé dans les registres publics de la Terre. Le vaisseau lui-même était un chef-d'œuvre de conception contre-intuitive. Alors que la plupart des vaisseaux spatiaux étaient optimisés pour être visibles par les capteurs afin d'éviter les collisions, le Nightshade misait sur l'invisibilité. Alors que la doctrine standard préconisait des boucliers puissants, le Nightshade n'en avait pratiquement pas, préférant consacrer cette énergie à son système de propulsion exclusif. Il ne ressemblait pas à un vaisseau de guerre, ni même à un vaisseau en général, mais plutôt à un ensemble de géométries improbables que les yeux avaient du mal à assembler en un trou cohérent dans la soute du vaisseau. Des systèmes automatisés transféraient soigneusement 12 conteneurs identiques dans des capsules de déploiement spécialisées. Chaque conteneur était à peu près de la taille d'un avant-bras humain et contenait ce qui semblait être un liquide métallique, tourbillonnant qui formait parfois de motifs complexes avant de se dissoudre à nouveau de manière apparemment aléatoire. Le capitaine Lynn observait le processus de chargement depuis une passerelle au-dessus d'elle, le visage impassible malgré l'importance de ce qui allait se passer. Elle commandait le Nightshade depuis 6 ans et avait mené 11 opérations Scalpel auparavant. Aucune n'avait jamais été suffisamment déclassifiée pour qu'elle puisse l'ajouter à son dossier militaire, en supposant que celui-ci existait encore quelque part au-delà du dossier lourdement censuré utilisé pour les inspections des Concorde. Tous les systèmes de livraison sont prêts, capitaine, dit son exosquelette qui s'approchait derrière elle avec les pas silencieux de quelqu'un qui avait reçu un entraînement intensif à l'infiltration. Affirmé, répondit Lynn. Statut du réseau d'intrication quantique, entièrement synchronisé. Nous maintiendrons une communication en temps réel avec le commandement pendant toute la durée de l'opération. Lynn acquiesça,
toujours en observant le conteneur. Chacun d'entre eux représentait l'aboutissement d'une technologie que la plupart des espèces de Concorde considéraient non seulement comme avancée, mais fondamentalement impossible. L'intégration des principes physiques quantiques principes de la physique quantique que la sagesse conventionnelle considérait comme impossible à fonctionner en dehors de conditions de laboratoire spécialisées, l'application de la manipulation de la matière noire que les meilleurs scientifiques de Concorde estimaient être au moins 3 siècles au-delà des horizons technologiques actuels, tout cela rendu possible parce que l'humanité avait été constamment sous-estimée, considérés comme de simples bipèdes issus d'un monde arriéré, laissés à bricoler avec des technologies que les espèces avancées avaient depuis longtemps explorées et abandonnées comme impraticables. Personne n'avait envisagé que les humains puissent aborder ces problèmes différemment, qu'ils puissent trouver des solutions là où d'autres ne voyaient que des limites. Tapod, Artralin demanda « Nous devons donc tenter notre chance avec un lancement secondaire commental, comme en janvier dernier, les 123 premiers sont-ils prêts? Voluna Shadow nous fournira-t-elle une couverture optimale pour notre saut initial? » Lynn finit par se détourner de la baie de chargement, son esprit se concentrant sur les détails opérationnels à venir très bien informé. L'équipage effectuait les dernières vérifications des systèmes dans 10 minutes. Je veux une triple vérification des paramètres de ciblage. La prochaine opération n'était pas une question de vengeance, même si beaucoup sur Terre la verraient certainement ainsi. Il ne s'agissait même pas principalement de justice pour les 239 vies perdues à l'horizon stellaire, même si cela importait profondément à toutes les personnes impliquées. Ce que l'opération Réponse précise représentait vraiment, c'était un message délivré avec une précision chirurgicale. L'humanité patient avait des limites. La galaxie était sur le point d'apprendre que les singes prétendument inoffensifs de la Terre avaient finalement des dents, au sens figuré bien sûr, même si, comme tout xénobiologiste pouvait le confirmer, les dents humaines étaient en réalité assez émoussées par rapport à celles de la plupart des espèces prédatrices. Cependant, leur capacité à exercer une vengeance ciblée était sur le point de se révéler exceptionnellement acérée. Contrairement à la croyance populaire, l'espace n'est pas si calme, du moins pas si vous écoutez sur les bonnes fréquences. Le bruit de fond créait à elle seule une symphonie constante de bruit quantique, un fait sur lequel comptait l'équipage du Nightshade alors qu'il se glissait à la périphérie du système draconien Anne. Position confirmée, murmura le lieutenant-commandant. Rhodes à la console de navigation, même si murmurer ne changeait absolument rien à leur profil furtif. Les vieilles habitudes ont la vie dure, surtout lorsque vous exécutez la frappe de précision la plus dangereuse de l'histoire militaire humaine. Le capitaine Lynn se contenta d'acquiescer. Confrontation diplomatique à la Concorde galactique observant les immenses chantiers navals de Hecken apparaître sur l'écran principal. Même à cette distance, l'installation était impressionnante. Un vaste complexe de hangars de construction, de centres de traitement des matériaux et d'installations défensives qui s'étendaient sur près d'un quart de la surface de la Lune. L'ingénierie draconienne tendait vers le monolithique, leurs structures étaient conçues autant pour intimider que pour fonctionner. Au cœur du chantier naval, 3 croiseurs Sunspiras étaient suspendus à différents stades d'achèvement. Le plus avancé, presque prêt pour sa cérémonie de mise en service, était le DCS Immutable Fang, destiné à devenir le nouveau vaisseau amiral de la flotte draconienne. Sa coque brillait d'un revêtement irisé caractéristique qui absorbait, plutôt que de les refléter, le rendant presque invisible au système de détection conventionnel. Oh, quelle ironie! D'accord, Lynn, protocole de chuchotement, ordonna Lynn d'une voix froide et professionnelle. Déployez le contre-mesure dans tout le vaisseau. Des systèmes spécialisés s'activèrent. Contrairement à la technologie furtive conventionnelle qui tentait de masquer la signature d'un vaisseau, l'approche du Nightshade était bien plus sophistiquée. Il n'essayait pas d'être invisible, mais de se faire passer pour quelque chose d'autre aux yeux des draconiens. Le Nightshade n'apparaissait comme rien de plus qu'une anomalie gravitationnelle mineure, le genre de hockey cosmique qu'Ise produisait régulièrement dans l'espace profond. « Phase 1 commencée », rapporta l'officier tactique.
les perturbateurs de communication ont été activés à partir de tubes spécialisés le long de la coque du Nightshade. 6 objets pas plus gros que des tasses à café se sont séparés et se sont déplacés sur de trajectoires indépendantes vers le chantier Naval. Chacun contenait ce que les scientifiques terrestres avaient surnommé des générateurs de bruit quantique, des dispositifs capables de créer des interférences localisées dans les communications subspatiales sans laisser de signatures énergétiques détectables. En quelques minutes, la structure de commandement draconienne commencerait à rencontrer de subtils problèmes de communication, pas assez graves pour déclencher des alarmes, mais juste assez pour créer de la confusion et retarder les temps de réponse. Les perturbateurs sont en position et actifs, confirma l'officier tactique après plusieurs minutes tendues. Phase 2. Prêts à mon signal. Les yeux de Lynn se plissèrent légèrement, tandis qu'elle étudia l'écran. Déployer les systèmes de livraison, ciblage plein spectre comme prévu. C'était la partie la plus délicate de l'opération. Les 12 conteneurs de la soute, désormais chargés dans des capsules de lancement spécialisées, quittèrent le Nightshade dans un ordre parfait. Leur trajectoire avait été calculée pour exploiter les interstices microscopiques dans la couverture des capteurs draconiens. Il ne s'agissait pas de missiles au sens conventionnel du terme. Ils ne transportaient aucun propergol, n'émettaient aucune signature énergétique, ne suivaient aucune trajectoire balistique que les systèmes défensifs pouvaient prédire au lieu de cela, ils se déplaçaient à travers ce que l'humanité avait théorisé comme des slipstreams quantiques, des passages à travers l'espace-temps qui existaient dans les interstices infinis entre les lois physiques conventionnelles. Cette technologie avait été développée après des décennies de recherches déclenchées par une anomalie apparemment insignifiante observée lors des premiers essais de propulsion à distorsion. Les draconiens, comme la plupart des espèces de la Concorde, avaient abandonné des recherches similaires il y a des siècles, les considérant comme une impasse théorique. Les humains, avec leur histoire scientifique plus courte et leur obstination notoire, avaient continué à pousser jusqu'à ce qu'ils trouvent la percée. Les systèmes de livraison approchaient leur cible. L'officier tactique annonça un temps d'impact estimé à 30 secondes sur le pont de commandement du chantier naval. Une technicienne junior chargée des capteurs fronça les sourcils pour la 3e fois depuis le début de son quart. Elle obtenait des lectures anormales, des signatures fantômes qui apparaissaient et disparaissaient trop rapidement pour être suivies. Le véritable message de la retenue 1 est ceint de machines microscopiques fonctionnant au niveau quantique, chacune programmée avec une tâche et une cible spécifique, se déplaçait à travers la matière solide comme si elle était transparente, ignorant les lois de la physique conventionnelle avec une facilité déconcertante. Cloisons, générateurs de boucliers, systèmes d'armement, propulseurs, tout était infiltré simultanément. Les machines microscopiques ne détruisaient pas leur cible par la force brute, elles réorganisaient simplement l'objet, les liaisons moléculaires étaient sélectivement rompues, les états quantiques subtilement modifiés, les voies critiques perturbées au niveau atomique. À l'extérieur, rien ne semblait changer pendant plusieurs secondes. Puis, avec une synchronisation inquiétante, les 3 vaisseaux de classe Sunspear ont commencé à perdre leur intégrité structurelle. Il n'y a eu aucune explosion, aucun flash lumineux spectaculaire, juste l'effondrement silencieux et inexorable de systèmes complexes dans une configuration non fonctionnelle. Le DCS immutable Fang, fierté de la flotte draconienne, s'est replié sur lui-même comme un origami reconstruit à l'envers par des mains invisibles. Ses navires jumeaux lui emboîtèrent le pas, leurs coques à moitié achevées se tordant dans des formes qui défiaient le principe conventionnel de l'ingénierie. Dans le chantier naval, les alarmes se mirent enfin à retentir, bien trop tard pour changer quoi que ce soit. Les équipes d'urgence se précipitèrent pour réagir à une catastrophe qu'elles ne pouvaient pas comprendre et encore moins atténuer. Les ingénieurs supérieurs regardaient avec horreur les systèmes de diagnostic signaler des défaillances en cascade qui n'avaient aucun sens. Le personnel de sécurité se précipita vers ses postes de combat pour découvrir que les armes et les boucliers étaient spontanément hors service. Confirmer le statut des cibles principales,
ordonna Lynn, sa voix ne trahissant aucune émotion malgré le spectacle sans précédent qui se déroulait sur l'écran. Les 3 vaisseaux de classe Sunspear ont été neutralisés, rapporta l'officier tactique. Les cibles secondaires sont également touchées. Les capacités de production du chantier naval sont réduites à environ 7% de leur capacité normale. Évaluation des dommages collatéraux, la voix de l'officier tactique trahissait une fierté sincère, aucune victime n'est à déplorer. Les zones réservées au personnel n'ont pas été touchées, comme prévu. Les dommages aux infrastructures sont limités au système militaire. Lynn se permit un léger hochement de tête. Lancer la séquence d'extraction. Schéma d'évasion. Standard. Alors que le Nightshade s'éloignait du système Ashon, laissant derrière lui 3 vaisseaux de guerre complètement détruits et un haut commandement draconien perplexe, le capitaine Lynn s'accorda un bref moment de satisfaction. La Terre n'avait pas répondu par la rage ou une force excessive, mais avec une précision chirurgicale qui frôlait l'Artils, avait défrappé un vaisseau civil. La Terre avait riposté avec une précision divine et envoyé un message qui résonnerait à travers la galaxie pendant des générations. Une session d'urgence de la Concorde galactique fut convoquée dans les 26 heures suivant l'incident HCON, une rapidité de réaction en précédent dans une organisation où la programmation d'un déjeuner de travail nécessitait généralement un préavis de 3 semaines et l'approbation d'au moins 2 sous-comités. La grande chambre, avec ses plafonds vertigineux, son acoustique spécialement conçue pour accueillir les vocalisations de 217 espèces différentes, bourdonnait d'une énergie que l'on ne pouvait qualifier que d'anxiété collective. Des représentants de toute la galaxie regroupaient en petits groupes, claquant des mandibules, agitant leurs tentacules le traducteur, faisaient des heures supplémentaires pour suivre les échanges rapides. Au centre de ce maelstrom diplomatique se tenait la représentante principale de la Terre, une femme au regard perçant, haut de mèches argentées, qui était jusqu'à hier considérée comme une diplomate minorisus d'une espèce à peine digne d'être accueillie. La délégation draconienne avait bien sûr exigé cette session. Son ambassadeur, une figure imposante aux écailles d'obsidienne et aux crêtes de combat cérémonielles, actuellement rougie d'une teinte cramoisie alarmante, avait passé la dernière heure à détailler l'acte non provoqué de terrorisme technologique commis contre leur chantier naval souverain. Sa présentation comprenait des reconstitutions holographiques spectaculaires des 3 navires de guerre détruits et des estimations des dommages économiques qui s'élevaient à des chiffres nécessitant des systèmes de notation spécialisés pour être correctement exprimés. Ce qui manquait de manière assez flagrante dans la présentation, c'était toute mention de l'horizon stellaire. Lorsque l'ambassadeur draconien eut enfin terminé son discours, la salle fut plongée dans le silence, tous les yeux, les capteurs optiques et divers appareils sensoriels tournant vers la représentante humaine. Elle s'approcha de la plateforme centrale sans se presser, sans note ni support visuel implication pour l'avenir galactique de l'humanité ou aide visuelle pendant près de 30 secondes, une éternité en termes diplomatiques. Elle se contenta de rester debout, établissant un contact visuel avec les différents délégués présents dans la salle. « Le Concorde a des règles », commença-t-elle d'une voix calme et conversationnelle, comme si elle discutait d'une question de procédure. « Mineur. Des règles élaborées, largement documentées, qui remplissent des milliers de volumes et nécessitent des constructions juridiques spécialisées pour être interprétées, les interpréter. Mon espèce trouve ces règles parfois frustrantes, souvent déroutantes, mais fondamentalement nécessaires à la coexistence. » Elle fit une pause pour permettre aux traducteurs de rattraper leur retard. Parmi ces règles, la plus importante est peut-être que les vaisseaux civils ne sont pas des cibles militaires légitimes. Ce n'est pas une règle humaine que nous essayons d'imposer à la galaxie, c'est votre règle, une règle de la Concorde rédigée par les espèces fondatrices et ratifiée par tous les mondes membres, y compris Draconis Prime. La salle resta silencieuse, bien que les écailles de la délégation draconienne ondulaient désormais de rage contenue. Il y a 7 jours standards. Le vaisseau de transport humain Stella Horizon a été détruit par un croiseur draconien de classe Sunspear. 239 civils ont péri, dont 57 enfants.
Elle laissa ce chiffre flotter dans l'air avant de poursuivre. Le gouvernement draconien n'a émis aucun avertissement, n'a revendiqué aucune responsabilité, n'a fourni aucune explication et n'a exprimé aucun regret. Au lieu de cela, il a déposé un rapport de patrouille de routine classant l'incident comme un vaisseau non identifié éliminé dans un espace restreint, malgré le fait que 17 traités de navigation distincts confirmaient le droit du Stella Horizon à transiter par ce couloir. Le regard des représentants humains balaya à nouveau la salle. La Terre répondit par ces mots simples pour décrire ce qui s'était passé. La Terre répondit non par une indignation politique, des demandes de sanctions ou même une riposte militaire contre des cibles civiles draconiennes, autant de réponses qui auraient été comprises, voire attendues, dans le cadre de la politique galactique. Nous avons éliminé 3 vaisseaux militaires en construction, nous avons neutralisé des capacités de production militaire, nous n'avons blessé aucun non-combattant, nous n'avons pas détruit d'infrastructures civiles, nous n'avons même pas proféré de menaces ni formulé de demandes. Ce qui est resté tacite, mais compris par toutes les personnes présentes, c'est que nous aurions pu faire bien pire. La technologie utilisée dans notre riposte a été classée secret d'État en vertu du protocole de sécurité Oméga de la Terre. Nous n'avons pas l'intention de divulguer ces spécifications ou ses capacités. Nous n'avons pas l'intention de l'utiliser à nouveau à moins qu'une autre violation de la loi Concorde ne le rende nécessaire. L'ambassadrice draconienne avança brusquement, son traducteur peinant à suivre le rythme de ses invectives sifflantes. Cette reconnaissance de responsabilité constitue une déclaration de guerre. L'Empire draconien exige des sanctions immédiates de sanctions contre la Terre et la reddition de toutes les personnes impliquées dans cet acte d'agression. La représentante humaine broncha pas, elle ne cligna même pas des yeux. « Ambassadeur », dit-elle. Dit calmement. « Vous semblez agir sur la base de 3 malentendus critiques que je me sens obligé de corriger. » Sa voix restait calme, mais quelque chose dans son ton incita plusieurs délégués à s'éloigner subtilement de la plateforme centrale. Premièrement, il ne s'agissait pas d'un aveu de responsabilité, mais d'un constat. Deuxièmement, la Terre ne déclarait pas la guerre, elle établissait simplement les conséquences du meurtre non provoqué de ses civils. Troisièmement, elle s'interrompit, croisant le regard des draconiens. Ce qui s'est passé à Anne n'était pas une démonstration de nos capacités, mais une preuve de retenue. Le silence qui suivit fut rompu par le représentant des Moana, une espèce féline connue pour son sens de la diplomatie, qui suggéra délicatement de suspendre la séance afin de laisser les esprits s'apaiser et de réfléchir avec le sérieux qui s'imposait. Alors que la salle se vidait, la représentante humaine fut abordée par l'ambassadeur du collectif Jacques, une entité cristalline d'à peine 10 cm de haut, mais représentant l'une des espèces les plus anciennes et les plus avancées, technologiquement, de la conquête. Une démonstration intéressante. Le Jacques communiqua par l'intermédiaire de son traducteur « Votre espèce a manifestement été sous-estimée. » L'humaine sourit faiblement. Un avantage évolutif commun à tous les êtres inoffensifs. Ambassadeur, je crois que votre propre espèce a bénéficié de préjugés similaires au début de votre adhésion au Concordat. En effet, la structure cristalline changea, peut-être en signe d'appréciation, même si je dois faire remarquer que votre démonstration soulève certaines préoccupations quant à des développements technologiques que nous n'avions pas anticipés de la part de la technologie terrestre. La technologie n'est qu'un outil, ambassadeur. C'est son application qui importe. C'est précisément le point qui mérite d'être discuté. Les cristaux Jax réalignèrent légèrement. La précision de votre réponse était remarquable. De nombreuses espèces auraient riposté contre des cibles civiles. Beaucoup auraient réagi de manière disproportionnée. Votre retenue suggère une maturité qui contredit certaines évaluations courantes de la civilisation humaine. Peut-être ces évaluations doivent-elles être mises à jour. Peut-être, acquiesça le Zark. Une recommandation sera faite pour élever le statut de la Terre au sein des comités Concorde appropriés. À 6 années-lumière de là, dans un bâtiment anonyme à l'extérieur de Genève,
Le comité de réponse a pris connaissance des développements diplomatiques avec une satisfaction discrète. L'opération avait atteint son objectif principal, rendre justice à l'horizon stellaire. Mais ses effets secondaires répercutaient déjà sur la politique galactique d'une manière qui profiterait à l'humanité pendant des générations. La présidente éclotura la réunion sécurisée et congédia les membres du comité, dont beaucoup allaient retourner à leurs fonctions gouvernementales habituelles, où ils ne parleraient jamais de leur rôle dans ce qui était déjà appelé la frappe de précision ECAN. Alors qu'elle rassemblait ses documents, l'ingénieur s'approcha d'elle avec une rare expression d'incertitude. « Pensez-vous qu'ils comprennent ce qui vient de se passer ?» demanda-t-elle. « Vraiment comprendre ?» La présidente réfléchit à la question. « Les draconiens, non, ils sont trop en colère pour l'analyser objectivement. Les autres espèces, peut-être, les plus intelligentes. Et quelle conclusion en tireront-elles ? L'humanité a été sous-estimée, répondit simplement la présidente. Nous ne sommes pas seulement des primates têtus avec des coutumes sociales étranges, c'est un penchant pour la persévérance bureaucratique. Ah, et sommes-nous? Il y avait une pointe d'humour dans la voix de l'ingénieur. La présidente s'autorisa un petit sourire. Oh, nous le sommes absolument. Mais nous sommes aussi l'espèce qui répond à une attaque contre un transport civil en neutralisant 3 navires militaires sans aucun dommage collatéral à l'aide d'une technologie qui ne devrait pas exister en théorie. Elle ferma sa tablette sécurisée d'un clic décisif. La galaxie venait d'apprendre que les humains font des ennemis très précis et 2 alliés très précieux. Le message avait été transmis non pas par des gesticulations ou une force excessive ou des ultimatums dramatiques, mais par l'application élégante d'une supériorité technologique écrasante utilisée avec une retenue chirurgicale. La Terre avait montré à la galaxie non pas ce qu'elle pouvait faire, mais ce qu'elle choisissait de ne pas faire. Parfois, la démonstration de puissance la plus terrifiante est celle qui est gardée en réserve. Et quelque part dans l'obscurité entre les étoiles, l'UES Nightshade glissa silencieusement vers la Terre, sa mission accomplie, ses capacités encore largement inconnues et son existence même un rappel que les bipèdes sans prétention de ce bras spiralé perdu valaient peut-être là, peine d'être pris au sérieux.